Bienvenue sur Europe et Globe, le podcast qui explore le monde d'aujourd'hui et change notre regard sur les défis de demain. Je vous vois en train de boire votre petit café. Un expresso, un double expresso, un macchiato, un café latte ou un cappuccino. Aujourd'hui, ce que nous allons découvrir ensemble, c'est si le contenu de cette bonne tasse aux effluves envoûtantes a un impact sur la déforestation. Vous l'avez compris, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est celui du café, afin de savoir s'il contribue à la déforestation africaine. Bonjour, je suis Élodie Ritzenthaler. Bonjour, je suis Aïssata Thiam-Leonoff. Et ceci est un podcast d'Europe et Globe. Rappelons que le règlement zéro déforestation de l'Union européenne, que nous appellerons le RDUE, a été adopté en 2023. Il devient obligatoire le 1er janvier 2026. Et il oblige les entreprises qui mettent du café sur le marché de l'Union européenne à se conformer aux lois des pays producteurs sur les droits de l'homme et en matière sociale et environnementale. Ces opérateurs doivent également fournir les coordonnées GPS des parcelles d'origine des produits. Et toutes ces informations seront rassemblées dans un document de diligence raisonnée qui pourra être vérifié par les autorités des États membres de l'Union européenne. Ces autorités pourront ainsi s'assurer que les parcelles sur lesquelles sont cultivés le café qui est importé et arrive par tel ou tel conteneur au port d'Anvers, du Pirée ou de Göteborg n'ont pas été déforestées depuis le 31 décembre 2020. Commençons par les bases. L'origine du café. On dit que le café vient d'Éthiopie, dans la région de Kaffa, et que la production s'est étendue d'abord au Yémen, puis en Asie, en Amérique latine et dans d'autres pays africains. Oui, c'est exact. Il y a plusieurs variétés de café, mais on distingue surtout le café arabica du café robusta. Mais comment les distinguer? Alors le robusta pousse en plaine principalement, dans des pays comme le Vietnam et l'Ouganda. Le robusta a un goût et des arômes plus corsés et il contient plus de caféine. L'arabica pousse à haute altitude, entre 800 et 1000 mètres, et il a des saveurs plus fines, plus douces. En Afrique, l'Éthiopie, le Burundi, la Tanzanie, le Kenya, le Rwanda et la RDC produisent surtout de l'arabica. Et l'Ouganda et la Côte d'Ivoire, principalement du robusta. Aujourd'hui, le café est produit dans plus de 50 pays dans le monde. Mais la moitié de la production mondiale est réalisée par le Brésil et le Vietnam. Et seulement 5 pays produisent 73% du café récolté. Oui, c'est ça. Après le Brésil et le Vietnam, on trouve la Colombie, l'Indonésie et l'Éthiopie. L'Amérique latine, il faut savoir que c'est 55% de la production mondiale de café et l'Asie 34%. Le continent africain, c'est globalement 11%. Dans les deux plus grands pays producteurs, que sont, comme on l'a vu, le Brésil et le Vietnam, les plantations de café sont très vastes. Et la monoculture a été largement promue. Ça veut dire des hectares et des hectares de terre seulement couvertes de caféiers. Alors c'est une technique rentable et efficace pour la production de café, mais elle requiert des intrants agricoles et des systèmes d'irrigation pour maintenir un rendement constant. En Afrique, le secteur du café soutient directement et indirectement les moyens de subsistance d'environ 40 millions de personnes tout au long de la chaîne de valeur. Et elles ont généralement entre 0,5 et 2,5 hectares de terre. Et le nombre de plantations commerciales, contrairement au Brésil ou au Vietnam, est limité. On comprend que les enjeux de ce secteur sont très importants pour certains pays africains parce que le nombre de petits producteurs est considérable. Oui, c'est certain. En Éthiopie, on compte 5 millions de petits producteurs de café. En Ouganda, il y en aurait 1,8 million. 7 à 800 000 dans des pays comme le Kenya ou le Burundi,
et plus de 350 000 en Tanzanie ou au Rwanda. Dans la plupart des pays africains producteurs de café, au niveau des exploitations, différentes cultures vivrières sont également plantées. Oui, et ces cultures vivrières sont importantes pour les moyens de subsistance des petits producteurs et elles sont souvent intercalées avec le café. On va trouver par exemple des haricots ou du taro, voire en Éthiopie, les petits producteurs, en plus du café, cultivent aussi du khat. Alors, petite précision pour nos auditeurs, le taro, à ne pas confondre avec les arts divinatoires, c'est un tubercule, comme la patate douce. Et le khat, c'est une plante dont on mâche les feuilles pour leur effet stimulant. Le khat, on le trouve en Éthiopie, à Djibouti et au Yémen principalement. Oui, c'est ça, exactement. Alors revenons à notre café. L'essentiel du café africain est produit sous couvert forestier. On le mélange avec des bananiers, des avocatiers ou des eucalyptus, par exemple. On sait que si l'on intègre d'autres espèces d'arbres et de cultures, cela crée un microclimat qui accroît la biodiversité, enrichit les sols, réduit l'érosion et la pollution de l'eau. Et cela améliore aussi le stockage du carbone. Oui, et cela apporte également des avantages sociaux, parce qu'on a de meilleurs rendements. On peut certes trouver sur le continent africain de vastes plantations de café, comme au Brésil ou au Vietnam, mais elles sont beaucoup plus rares. Et puis généralement, là où il y a des caféiers, il y a d'autres arbres. Ça, c'est intéressant. Et puis, les deux principaux pays producteurs de café en Afrique sont l'Éthiopie et l'Ouganda. À eux deux, ils représentent les 3/4 de la production du continent. Donc, parmi les autres acteurs africains, il y a la Tanzanie, le Kenya, le Rwanda, le Burundi, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et quelques autres. Tous ces pays sont également producteurs de café, mais à plus petite échelle. Et la production de café est finalement assez concentrée dans les pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique centrale. Étonnamment, les pays africains producteurs de café ne le consomment souvent pas. À l'exception de l'Éthiopie, où la majorité de la production nationale est consommée localement. Mais en effet, pour les autres, presque la totalité des productions locales est exportée. Pour ce qui est de l'Union européenne, nous sommes apparemment les plus gros consommateurs de café au monde. Oui, c'est vrai, on achète 24% de la production mondiale de café. Mais on achète surtout du café brésilien et vietnamien. 13% seulement du café que nous consommons, nous, Européens, vient du continent africain. Mais pourtant, les achats européens de café comptent pour les pays africains. Ils peuvent être aussi un enjeu important en termes de revenus pour les populations locales, comme pour le budget des États. Oui, tout à fait, parce que nous achetons 35% du café exporté par l'Éthiopie, le Burundi ou le Kenya. Nous achetons aussi 45% du café tanzanien et 61% du café produit par l'Ouganda. Bon, alors, est-ce que sur le continent africain, le café participe à la déforestation ? Comme on l'a dit, l'essentiel du café est produit sous couvert forestier. Et donc, a priori, le café participe très peu à la déforestation du continent africain. Oui, mais il y a toutefois quelques exceptions, comme au Burundi. Alors au Burundi, il n'y a pas de grandes plantations pratiquant de la monoculture. Et le café est produit avec d'autres cultures vivrières, mais les forêts qui accueillent les zones de production de café sont déjà souvent dégradées. Il faut comprendre que le pays a fait face à un conflit qui a duré de nombreuses années. Et puis ensuite, les densités de population au Burundi sont vraiment importantes. Et en Côte d'Ivoire, on voit que la production actuelle de café est 3 fois inférieure à celle qu'elle était dans les années 70. Oui, on a vu un peu la situation ivoirienne. En parlant du cacao. Oui, c'est ça. Et on a vu que le pays a connu des pertes massives de couverture forestière, plus de 50% depuis 25 ans. Et la forte dégradation des sols et le changement climatique ont tous également un impact important sur les productions agricoles ivoiriennes, quelles qu'elles soient. Parlons du règlement zéro déforestation de l'Union européenne, le RDUE. Dans le secteur du café, on peut constater que le niveau de préparation à la mise en œuvre de ce règlement varie d'un pays à l'autre. Quel est le rôle de l'État ? Le secteur est-il libéralisé ? Comment est-il structuré ? Quelle est la situation aujourd'hui ? La situation semble plus difficile en Éthiopie où, comme nous l'avons dit, il y a 5 millions de petits producteurs, mais aussi à cause d'un système d'enchères au niveau national. Il y a un grand nombre d'intermédiaires et un État qui est assez présent dans le secteur. Le Burundi, quant à lui, est un petit pays dans lequel
L'Office pour le développement du café du Burundi, qui s'appelle l'ODECA, tente de réguler la filière et de jouer un rôle clé comme intermédiaire entre petits producteurs et acheteurs internationaux. Mais ces moyens sont limités et le secteur est globalement peu structuré. Quant à la Tanzanie, elle a également un système d'enchères et les producteurs sont peu organisés en coopérative. Voilà, tous ces éléments ont évidemment des conséquences sur la compétitivité des secteurs, mais ils peuvent aussi être un frein à l'introduction de bonnes pratiques sociales, environnementales et puis de pratiques agricoles de manière générale. Oui, mais certains pays comme l'Ouganda et le Kenya ont plus de facilité à se mettre en conformité. Oui, tout d'abord parce que le dialogue public-privé y est bien structuré. Et puis en Ouganda, 10 entreprises achètent 75% des exportations de café du pays. Et ces entreprises ont décidé de travailler ensemble pour harmoniser leurs données et pour les collecter. Si on va ensuite en Côte d'Ivoire et au Kenya, ces deux pays ont mis en place des systèmes nationaux de traçabilité, c'est-à-dire des systèmes publics qui permettent d'enregistrer les parcelles de production et les agriculteurs. Mais jusqu'à très récemment, certaines entreprises exportatrices de café ne savaient toujours pas où et comment leur café était produit et transformé. Oui, c'est vrai, en particulier dans les pays où il y a un système d'enchères publiques. Les petits agriculteurs ont l'habitude de vendre bord champ, c'est-à-dire au bord du champ, chaque jour. 3 kilos de cerises de café récoltées aujourd'hui, 10 kilos demain. Celui qui achète vient au bord du champ avec une mobilette. Puis il rejoint un type en camion qui, lui, va apporter la récolte du jour à la coopérative ou au centre de lavage. Et puis, tout cela rejoint des entrepôts et c'est vendu aux enchères. Voilà ce qu'était la situation il y a peu en Éthiopie. Donc on comprend que la traçabilité soit plus compliquée. Mais dans d'autres pays, les opérateurs, du moins les plus grands et les entreprises sociales et solidaires, avaient tout de même déjà des agents et des entrepôts à eux, ce qui leur permettait d'avoir des contacts plus directs avec les agriculteurs et moins d'intermédiaires. Cela leur facilite aujourd'hui la tâche pour la traçabilité du café et la collecte des coordonnées GPS des parcelles. Et puis, il y a aussi la certification, n'est-ce pas? Oui, la certification permet aux acteurs du secteur du café de fournir des produits de qualité supérieure et traçables pour leurs clients. En 2022, le café certifié, c'était déjà environ 30% des achats mondiaux. Mais dans les principaux pays africains, ces certifications ne représentent qu'environ 10 ou 15% de leur production de café. Il faut noter que seul l'Arabica est certifié. Oui, tout à fait. Et certains pays sont très engagés dans ces démarches. Par exemple, la plus grande coopérative au monde, qui s'appelle l'Union des coopératives de producteurs de café Oromia, en Éthiopie, regroupe plus de 40 coopératives et plus de 560 000 paysans. C'est énorme. Et cette coopérative s'est lancée dans les certifications bio et commerce équitable afin d'obtenir de meilleurs prix de vente. Il faut que nos auditeurs comprennent que les principaux systèmes de certification du café sont les mêmes que pour le cacao. Il s'agit de Fairtrade, Rainforest Alliance, du café bio, et il y en a quelques autres. Oui, ce sont des certifications privées, c'est-à-dire qu'elles sont définies par les acteurs privés du secteur, avec en plus, autour de la table, quelques ONG par exemple. C'est ensemble qu'ils vont définir des indicateurs sociaux et environnementaux auxquels ils veulent se conformer pour être certifiés. Mais ces certifications, si elles contribuent à encourager davantage de pratiques durables, jusqu'à présent, aucune ne couvrait tous les indicateurs sociaux et environnementaux qui sont inclus dans le règlement zéro déforestation. Cependant, la demande de café certifié est relativement faible. Et le dernier baromètre du café, qui est une analyse annuelle réalisée par un groupe d'ONG, a montré que 74% du café certifié en 2021 était en fait commercialisé sous forme de café conventionnel. On comprend que le café durable reste en fait un marché de niche. Cela veut dire que certains petits producteurs certifiés qui ont réalisé des investissements pour se conformer à de bonnes pratiques agricoles, sociales et environnementales
n'ont jamais reçu aucun bénéfice de leurs efforts, tels que les primes en matière de prix, ce qu'on appelle des premiums. Alors cette situation, évidemment, c'est un frein et cela sape la motivation des producteurs à investir dans des pratiques d'amélioration continue. Quoi qu'il en soit, ceux qui sont certifiés ont un avantage certain pour se conformer au RDE, puisqu'ils sont déjà engagés dans de bonnes pratiques sociales et environnementales, et ils savent comment répondre à des indicateurs spécifiques et à des obligations de reporting. Oui, et en plus, les structures de certification privées, comme Fairtrade et Rainforest Alliance, ont revu leurs indicateurs afin de les aligner sur les obligations du règlement zéro déforestation européen. Et ils fournissent les outils nécessaires à la traçabilité du café. Et puis, les plus grands opérateurs de café n'ont souvent pas attendu le règlement zéro déforestation pour adopter des systèmes de durabilité et des outils de traçabilité. Tu as raison, les plus grandes entreprises étaient déjà bien avancées en 2024 en matière de reporting social et environnemental et de mise en œuvre de bonnes pratiques. De manière générale, comme pour le cacao, le secteur du café est très asymétrique. S'il y a des millions de petits producteurs, souvent 10 grandes entreprises achètent les 2/3 des productions nationales et la grande majorité des volumes exportés, comme on l'a vu pour l'Ouganda. Mais le secteur du café, avec ou sans le règlement zéro déforestation de l'Union européenne, est tout de même confronté à de nombreux enjeux. Oui, un des enjeux est d'abord dans le déploiement de bonnes pratiques agricoles afin d'augmenter la productivité à l'hectare plutôt que d'accroître les surfaces. Mais face au changement climatique, la production de café tend à baisser. En particulier l'arabica qui est plus fragile et que du coup l'on va planter à des altitudes de plus en plus hautes. Le robusta, comme son nom l'indique, est plus résistant aux nuisibles et aux aléas climatiques. Autre enjeu dans les pays africains producteurs de café, le travail des enfants reste assez répandu et encore trop d'enfants ne vont toujours pas à l'école. Oui, en particulier en Éthiopie, dans les régions rurales, plus de 90% des enfants de 6 à 15 ans n'ont jamais mis les pieds à l'école, ce qui est absolument sidérant. En Ouganda, près d'un enfant sur 5 n'est pas scolarisé, et au Burundi, 37% des enfants de moins de 15 ans n'ont aucun niveau d'instruction. Et sur les conflits fonciers, dans les pays producteurs de café, où en est-on, Élodie ? Il y a des difficultés dans de nombreux pays. En Ouganda et au Burundi particulièrement, car les densités de population sont très fortes, et elles devraient s'accroître encore rapidement dans les années à venir du fait de la pression démographique, ce qui risque également d'entraîner une augmentation des conflits liés à l'utilisation des terres et d'engendrer une baisse de la production de café. Autre sujet. En RDC et probablement aussi au Burundi, on estime que 40% de la production nationale passe en contrebande à travers les frontières pour être consommée et ou exportée par les pays voisins. Oui, une grande partie du café de RDC et du Burundi est introduite en contrebande au Rwanda ou même en Ouganda et est vendue comme un produit originaire de ces pays. Le règlement zéro déforestation devrait ainsi avoir des conséquences sur la contrebande et sur les contrôles que les opérateurs devront réaliser sur leur chaîne de valeur. Il faut noter que cela va aussi nécessiter une meilleure structuration des filières, puisque le café traçable et le café non traçable devront être séparés. Et que s'il y a du café non tracé mélangé au reste, alors c'est tout le lot qui est condamné à ne pas pouvoir être exporté vers l'Union européenne. Alors, Élodie, les petits producteurs de café en Afrique vont-ils être affectés par le règlement zéro déforestation ? On pense que les opérateurs et les pays africains, producteurs de café, devraient conserver leur part de marché au sein des pays de l'Union européenne. D'abord parce que le café africain est naturellement acheté par les pays européens. De même que le café du Vietnam ou d'Indonésie est surtout consommé en Asie. Ou encore que les cafés brésiliens, colombiens ou péruviens sont surtout achetés par l'Amérique du Nord. Ensuite, les pays africains devraient garder donc ces parts de marché en Europe parce que leurs variétés de café, leurs saveurs et leurs arômes spécifiques sont appréciés. On peut ajouter qu'au-delà des grandes entreprises, il y a également de nombreux acteurs de l'économie sociale et solidaire qui travaillent étroitement avec des petits producteurs. Oui, tout à fait. Et ils développent des pratiques de durabilité sociale et environnementale et tracent leur production. Mais en 2024,
un certain nombre de pays africains avaient quand même fait part de leur crainte de ne pas être en conformité avec le RDUE. Oui, mais le délai d'1 an, accordé fin 2024, pour sa mise en œuvre au 1er janvier 2026, est perçu comme une décision vraiment pertinente et adaptée. Et elle a d'ailleurs été saluée par différents gouvernements, en Éthiopie, en Ouganda et au Kenya, par exemple. Certains problèmes pourraient évidemment subsister dans des pays comme le Burundi et la RDC, et pour des petits opérateurs nationaux qui peuvent être confrontés à de nouveaux intermédiaires, par exemple, mais globalement, ça va dans le bon sens. Donc, le règlement zéro déforestation aura-t-il un vrai impact sur la déforestation africaine dans le secteur du café? Et est-ce qu'il va entraîner une hausse du prix de mon petit café à Bruxelles, Paris, Rome ou Amsterdam? Alors, sur l'impact du règlement zéro déforestation, l'Europe n'est évidemment pas le seul acheteur de café africain, mais il reste un acteur clé. Et on a vu que nombre d'opérateurs et de gouvernements se sont quand même beaucoup investis pour faire en sorte de répondre aux obligations européennes en matière de déforestation et de durabilité. Donc ça, c'est plutôt encourageant. En outre, comme on l'a dit précédemment, la plupart du café africain est cultivé sous couvert forestier. Enfin, le règlement zéro déforestation en soi ne devrait pas avoir un gros impact sur le prix du café dans les mois à venir. Parce que, ne sachant pas si elles allaient pouvoir répondre aux obligations européennes, de nombreuses entreprises ont constitué des stocks importants dans leurs entrepôts en 2024. Et pour finir, beaucoup ont quand même investi avant même le règlement zéro déforestation dans des pratiques durables et dans la traçabilité de leur production. Et vu la mobilisation des entreprises du secteur et des gouvernements africains, il reste encore quelques mois pour que les retardataires puissent s'aligner. Mais on peut être optimiste. Effectivement, la situation du café africain paraît plutôt positive. Voilà pour le secteur du café en Afrique. Merci Elodie. Merci Aïssata. Dans le prochain épisode, nous allons nous pencher sur le secteur de l'huile de palme. À très vite. À bientôt.